Donc, je m'appelle Jeanne, je suis impliquée dans le mouvement altermondialisme et le mouvement climat depuis, du coup, j'ai calculé donc une vingtaine d'années, voilà, notamment avec Attac en France, et je suis revenue en Suisse depuis maintenant une petite année. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue pour cette soirée sur où en est le mouvement climat, qui est à l'initiative du groupe éco-socialiste de solidarité, de la grève climat de Genève, du collectif Break Free et d'Attaque Genève. Alors, deux mots sur le déroulé. Ce qu'on propose, c'est d'avoir à peu près une demi-heure, maximum 40 minutes d'intervention de nos deux intervenants que je vais vous présenter tout de suite, et ensuite d'avoir 45 minutes, une heure d'échange, de questions, de discussion avec eux. Voilà, si ça va. Vincent Gay qui est avec nous là et Nicolas Héringer qui est à distance ont coordonné notamment ce livre qui a été publié par Attaque France au mois de septembre, donc pour la justice climatique, stratégie en mouvement, que vous trouvez sur la table derrière. Et c'est un livre qui à la fois dresse un état des lieux du mouvement climat avec une perspective historique de ce mouvement, et qui se veut aussi un outil pour les militantes et les militants avec des pistes stratégiques pour le mouvement aujourd'hui. Donc c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Vincent et Nicolas sont tous deux des militants de longue date du mouvement climat, tous les deux membres d'Attaque France, et pour Nicolas aussi membre du mouvement 350.org qui travaille notamment sur les questions de désinvestissement des énergies fossiles. Voilà, donc pour démarrer, comme le titre de notre soirée l'indique, on est au lendemain de la COP26 notamment. Et du coup, la première intervention que je vous propose de faire, c'est de nous partager un peu votre bilan de cette COP26. Alors peut-être rapidement un peu sur les enjeux géopolitiques, mais aussi et surtout pour le mouvement climat. On sait que tout ne se passe pas à l'échelle internationale, mais les COP ont un impact pour nos mouvements, que ce soit à l'échelle locale, nationale ou internationale. Donc peut-être voir quel est votre bilan de cette COP26 et où en est le mouvement, notamment dans une dimension internationale, le mouvement climat aujourd'hui. Et j'ajouterais peut-être une petite question dans la question sur aussi le mouvement climat dans les pays du Sud. Donc voilà, on connaît peut-être sans doute moins. Donc, si je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Nico. Nico, toi qui étais du coup à la COP, si tu peux commencer. Ma première COP, c'était Copenhague en 2009, c'était avec Jeanne. Donc c'est ça, c'est pareil, j'ai à peu près la même ancienneté dans le mouvement climat que Jeanne. Et donc c'est la COP 26 qui vient de s'achever, ce qui veut dire que ça fait 26 années que la communauté internationale discute et essaye de négocier un accord global, universel, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre, puisque le processus des COP est né en 1992 à Rio, au sommet de la Terre. Il y a 4 conventions qui sont issues du sommet de la Terre à Rio. La Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, c'est celle dans laquelle se déroulent les COP dont on parle. Il y a une convention sur la biodiversité, une convention sur les forêts, une convention sur la désertification également. Donc 26 années de négociations pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Sur la même période, elles ont augmenté d'à peu près 60 à 70%. C'est la plus forte hausse de l'histoire. Donc clairement, le processus des COP n'a pas réussi n'a pas réussi à faire ce qu'il était censé faire. Évidemment, il ne s'agit pas non plus de dire que c'est à cause des COP qu'elles ont augmenté. Ce serait évidemment une aberration de dire ça. Mais c'est clair que ce processus qui a été créé pour cela est en échec. Alors, il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi il est en échec. L'une des premières raisons, c'est des difficultés autour d'une notion qui était hyper importante dans la convention adoptée à Rio, cette idée de responsabilité commune mais différenciée. L'idée de responsabilité commune mais différenciée, c'est de dire que tous les États n'ont pas la même responsabilité historique dans le réchauffement climatique, et que les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Union européenne et plus récemment l'Arabie saoudite, la Russie et quelques autres pétro-États ont une responsabilité plus forte que d'autres dans les émissions de gaz à effet de serre, et que par-dessus le marché, les États qui sont les plus affectés par le réchauffement climatique sont précisément ceux qui sont les moins responsables des émissions de gaz à effet de serre. Bon, ce principe a
a malheureusement fait long feu. Donc, c'est l'une des difficultés qui fait que le processus s'est un peu enlisé parce que énormément d'États, en particulier la Chine, l'Inde et d'autres, se sont un peu regardés en chien de faïence et ont un peu dit, mais attendez, en fait, euh, les États-Unis essayent de dire qu'on a une responsabilité désormais équivalente à la leur, mais ce sont des formes, voilà, pour ces États-là de préserver leur avantage comparatif ou de préserver leur place dans le système international. Donc il y a un premier point d'achoppement là-dessus. Le deuxième point d'achoppement, c'est qu'en fait, pour tout un tas de raisons, y compris des bonnes raisons, en fait, la question des combustibles fossiles n'entre pas dans le mandat des COP. Les mauvaises raisons, c'est évidemment que l'industrie fossile a usé toute sa puissance pour s'assurer qu'elle ne soit pas au cœur des négociations sur le changement climatique, et même s'assurer qu'elle puisse être présente et qu'elle puisse influencer sur les négociations. Ce qui est évidemment une aberration, mais d'autant plus une aberration que, par exemple, il y a des contre-exemples dans l'architecture onusienne. La Convention cadre des Nations Unies, la Convention cadre de l'Organisation mondiale de la santé sur la lutte contre le tabagisme est très claire sur le fait que l'industrie du tabac n'a pas le droit d'être autour de la table, n'a pas le droit d'être présente dans les négociations et n'a pas le droit, y compris d'avoir un statut d'observatrice dans ces négociations, alors que Exxon, BP, Total, Shell, etc. sont présents en COP. Mais il y a aussi une bonne raison qui est que, en fait, dans les années 60-70, auprès des Nations Unies, les pays du Sud ont combattu pour que soit considéré comme une prérogative fondamentale des États, et c'était lié à la lutte pour les indépendances, la souveraineté énergétique. Et donc c'est aussi pour cette raison-là que les politiques énergétiques ne sont pas explicitement discutées durant les COP, mais du coup ça crée un peu cette situation paradoxale, cet enlisement des négociations. Les COP ont abouti assez rapidement, si je ne dis pas de bêtises, c'est la COP numéro 6, celle de Kyoto, sur le fameux protocole de Kyoto, qui était une espèce de grand accord global de réduction des émissions de gaz à effet de serre avec deux types d'États, donc ceux qui sont responsables historiquement et ceux qui ne le sont pas, et des objectifs contraignants de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et en plus d'être des objectifs contraignants, des objectifs qui étaient discutés au niveau international. C'est-à-dire qu'il y avait des négociations pour dire, bon, bah, tel pays doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre de temps, tel autre pays de temps, etc. Ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas été mis en œuvre, notamment parce que l'Australie, les États-Unis et le Canada, parmi les pollueurs historiques, ont toujours refusé de ratifier le protocole de Kyoto, donc il est mort de sa propre mort, que par ailleurs, des États qui l'avaient ratifié, au premier rang desquels la France ou les États membres de l'Union européenne, n'ont jamais respecté leurs engagements. Et du coup, il y a eu un basculement à Paris où l'idée, ça a été de dire, il faut qu'on en vienne à un accord universel dans lequel chaque État est traité de la même manière. On ne va pas distinguer la responsabilité de tel ou tel État. Il ne va pas y avoir deux chemins de négociation. La contrepartie, alors pour parvenir à un accord universel, il fallait plusieurs choses. La première, c'est supprimer la dimension contraignante. C'était essentiel pour que les États-Unis, l'Australie, le Canada et d'autres pollueurs, évidemment, puissent le signer. Et l'autre, pour satisfaire au contraire les pays du Sud, c'était d'affirmer l'objectif des 1,5 degré comme n'étant pas un gadget, mais comme étant vraiment ce vers quoi devait tendre la communauté internationale. Donc les 2 degrés de réchauffement étant un objectif plafond et pas un objectif plancher. L'idée, c'est vraiment de rester, la terminologie officielle, c'est bien en deçà des 2 degrés et au plus près des 1,5 degrés. 1,5 degré, c'est ce qu'on considérait pendant très longtemps comme étant le seuil de sécurité climatique, c'est-à-dire en gros le niveau de réchauffement au-delà duquel les catastrophes commençaient, mais en deçà duquel tout allait bien. On vit dans un monde aujourd'hui 1,1 degré et on voit bien que c'est déjà la catastrophe. Donc, les 1,5 degré, en fait, c'est un seuil de sécurité complètement artificiel. Donc, pour nous, évidemment, Mouvement pour la justice climatique, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Il faut tout faire pour tenir cet objectif d'1,5 degré. Donc, ça, c'est ce qui se passe à la COP de Paris. Et depuis, évidemment, ce qui a été mis en œuvre dans l'espace institutionnel, c'est plutôt détricoter ce qui était mis en œuvre à l'accord de Paris. L'accord de Paris, notamment, repose sur ce qu'on appelle les NDCs dans le jargon onusien, donc ce sont les contributions volontaires des États, puisque si vous vous souvenez de ce que je disais sur le protocole de Kyoto, dans le cadre du protocole de Kyoto, on discutait à l'échelle internationale des objectifs de réduction de gaz à effet de serre, ça a été supprimé pour l'accord de Paris, et désormais, ce sont les États qui sont libres
de déterminer eux-mêmes leurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Au moment où l'accord de Paris est approuvé, est adopté en 2015, ces contributions volontaires nous mènent sur une trajectoire 3,7 degrés. Donc on voit bien que voilà, il y a des beaux discours, il y a des grands engagements, mais les politiques étatiques n'y sont pas. Et toutes les COP qui vont suivre jusqu'à Glasgow vont consister à détricoter la substance de l'accord de Paris, ou alors à avancer sur les fausses solutions, notamment ce qui est au cœur de l'accord de Paris, la question des marchés carbone, du fameux article 6. C'est l'idée que ce sont les mécanismes de marché, donner un prix au carbone et autoriser, stimuler même la vente de titres de carbone sur les marchés qui va permettre de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Il y a quelques autres éléments des négociations qui sont importants, notamment sur ce qu'on appelle pertes et dommages. Pertes et dommages, c'est en fait les réparations, c'est-à-dire c'est tout ce qui concerne les dégâts irréversibles commis par le réchauffement climatique, avec un engagement des États qui avait été pris à Paris à abonder un fonds pour compenser en fait ces pertes et dommages qui sont une sorte de double peine, c'est-à-dire que l'idée c'est d'abord évidemment les pertes et dommages, les dégâts créés par le réchauffement climatique, ils ont un coût direct pour ces États, et en même temps dans le paradigme néolibéral et capitaliste de croissance, et ben en fait le réchauffement climatique va venir freiner la croissance des pays du Sud, et donc il faut aussi compenser en fait la perte de croissance qui est créée par le réchauffement climatique. Les États des pays du Nord ont toujours été ont toujours reconnu que pertes et dommages c'était important, mais ont toujours été réticents à abonder ce fonds-là, tout simplement parce qu'ils ont peur que s'ils donnent vraiment des sous au fonds des pertes et dommages, ce serait une manière pour eux de reconnaître leur responsabilité dans le réchauffement climatique et que ça ouvrirait la voie à des procès. Il y a des recours internationaux en disant « Ah bah vous avez payé, donc vous reconnaissez votre responsabilité ». L'autre point d'achoppement, c'est le fonds pour l'adaptation, donc qui est un peu différent de pertes et dommages. L'adaptation, c'est tout simplement comment est-ce qu'on fait face, comment est-ce qu'on s'organise pour faire face au réchauffement climatique, comment est-ce qu'on développe des systèmes de production énergétique renouvelables, comment est-ce qu'on construit des digues pour empêcher les eaux de monter, etc. Et ça, c'est typique de la COP. C'est-à-dire que c'est Hillary Clinton à Copenhague en 2009 qui sort de son chapeau l'idée de créer un fonds vert pour le climat qui serait doté de 100 milliards de dollars par an. Rien ne se passe, si ce n'est des discussions comme ça, relativement abstraites. Ce fonds, finalement, et ces 100 milliards de dollars sont inscrits dans l'accord de Paris, et puis depuis, rien ne se passe. Selon les calculs, alors il y a des chercheurs suisses, alors je m'excuse, je sais plus, il y en a peut-être dans la salle, je sais plus de quel laboratoire, mais qui ont montré que en fait, on considère généralement que il y a à peu près, il manque une vingtaine de milliards par an pour ce fonds. En réalité, d'après ce calcul, il n'y en aurait que 27 qui seraient versés à ce fonds-là, donc il en manquerait 73 pour arriver à 100, donc un vrai trou là-dessus. Et en même temps, typique de la communauté internationale, au G20 en Italie, juste avant la COP, le G20 réitère son engagement à mettre 100 milliards de dollars sur la table. Donc c'est typique des COP dans le sens où c'est un espace dans lequel on fait des promesses et des promesses, mais il n'y a pas de mise en œuvre. Donc on détricote, après l'accord de Paris, l'essentiel de ce qu'en faisait sa substance, avec la participation active dans ce détricotage de la France. La France démissionne complètement, abandonne complètement l'espace des COP. La COP de Katowice, par exemple, qui était en 2018, donc un an après l'élection d'Emmanuel Macron, qui était vraiment un moment important pour la feuille de route de l'accord de Paris. C'est juste après l'irruption des Gilets jaunes, et donc Macron, complètement tétanisé, ne se rend même pas à la COP. De même, à Glasgow, il y va à peine faire un discours à peine d'une demi-heure et c'est tout. Donc la France démissionne comme d'autres. Et en même temps, le paradoxe à la COP de Glasgow, c'est qu'il y a quand même quelques petites avancées au niveau institutionnel. Des avancées d'abord à l'extérieur de la COP, mais provoquées par la COP, donc des conférences de presse ou des coalitions d'États bilatérales qui se réunissent pendant la COP et qui annoncent pour certains un processus de sortie du charbon, pour d'autres un arrêt des subventions au forage gazier et pétrolier à l'international, et enfin une alliance portée par le Costa Rica et le Danemark qui s'appelle Beyond Oil and Gas, donc pour sortir du gaz et du pétrole. Donc quelques avancées, et puis même au final, dans le premier brouillon du pacte de Glasgow,
donc à l'avant-veille de la clôture des négociations, il y a une phrase qui dit que la communauté internationale est appelée à accélérer, est appelée à sortir du charbon et des subventions à l'industrie fossile. Donc c'est la première fois que dans un brouillon de négociations dans le cadre de la COP, la question des combustibles fossiles est mentionnée. Alors, au cours des 24 dernières heures, le langage, la formulation a été largement amendé et on a abouti sur quelque chose de beaucoup plus timoré qui, en anglais, n'est plus phase out, mais phase down. Donc, on passe de sortir à diminuer la part du charbon et on ne parle plus de charbon pur, mais de ce qu'on appelle dans le jargon onusien unabated coal. Donc, c'est le charbon qui ne peut pas être compensé avant les émissions. Donc, on peut, en théorie, continuer à faire du charbon selon l'esprit de ce texte, si avant la cheminée de la centrale charbonnière, il y a un processus de captation, de filtrage des émissions de CO2. C'est pas hyper important pour le charbon parce que cette technologie n'existe pas, mais en fait, ça fait rentrer cette idée de la compensation carbone avant l'émission dans le texte. Et ça, c'est des technologies qui existent pour le gaz et le pétrole. Donc, il y a clairement un premier point d'achoppement là-dessus. Et les subventions, on est passé d'une formulation qui invitait à sortir des subventions à l'industrie fossile, à sortir des subventions aux fossiles non efficaces. Donc là aussi, tout ce qui est compensé peut passer à travers les mailles du filet. Mais on est, en fait, c'est peut-être un peu à contre-courant de ce qu'on se raconte souvent dans les milieux militants. Mais on est dans une phase un peu paradoxale où, en tout cas, la COP de Glasgow, elle montre il y a quelques opportunités qui se sont réouvertes au niveau institutionnel. Et je vais peut-être m'arrêter là parce que ça fait un bout de temps que je parle, mais après Copenhague, le mouvement pour la justice climatique avait décidé, et c'était pleinement légitime, de se dire, en fait, il n'y a plus rien à attendre de l'espace des COP, donc on va se centrer sur le secteur privé. On va aller chercher l'industrie fossile, et quand on ne peut pas chercher l'industrie fossile, on va aller chercher les banques, on va aller chercher les institutions qui financent l'industrie fossile, on va aller chercher, c'était les campagnes de désinvestissement de 350, toutes les institutions, les fonds de pension, etc., qui investissent directement ou indirectement dans l'industrie fossile. Et en Suisse, vous avez très largement contribué à ces campagnes-là de désinvestissement ou ciblant les banques. Ce choix-là reste extrêmement important, mais je pense qu'on va rentrer à nouveau dans une phase dans laquelle on peut espérer faire bouger quelques lignes dans l'espace institutionnel. C'est pas ça qui va bouleverser les choses, mais ça permet d'ouvrir un certain nombre de perspectives, notamment et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment qu'on discute lors des procès à venir pour les actions que vous ferez en Suisse ou qu'on fera en France, que d'autres feront. Le fait qu'il y ait dans l'accord, dans le pacte de Glasgow, la mention de la sortie du charbon et de l'arrêt des subventions, c'est un argument de plus. C'est quelque chose sur lequel on va pouvoir s'appuyer pour dire, mais regardez, en fait, la communauté internationale elle-même dit qu'il faut faire ça. Donc, on commence à avoir à nouveau des avancées intéressantes dans l'espace institutionnel. Le seul problème, et c'est un problème évidemment majeur, c'est qu'elles arrivent 20 ou 30 ans trop tard. Merci beaucoup. Est-ce que tu vas revenir là-dessus? Attends sur la COP, mais peut-être pour introduire aussi un peu et aussi renvoyer à ce que Nico a vu quand il était présent à Glasgow sur l'état des mouvements. Juste en deux mots, pour essayer peut-être de resituer aussi un peu comment, parce que ça a un impact à la fois sur ce qu'il vient de dire, mais aussi plus généralement sur comment les mouvements sociaux, les mouvements climat aujourd'hui se positionnent par rapport à ces enjeux, on va dire, institutionnels. En deux mots, effectivement, déjà, la question climatique n'a pas été la première des causes dans les mouvements écologistes. Ça a été relativement lent à surgir comme une question centrale. Et effectivement, d'abord, la question climatique a été portée dans des arènes institutionnelles, notamment à travers la question du GIEC en 88, et puis effectivement avec une dimension d'emblée de jeu assez orientée d'un point de vue scientifique, puisque effectivement il y avait ce côté, les scientifiques nous alertent, ils sont reconnus par l'ONU, ils sont organisés de fait par l'ONU, et cette orientation-là, enfin ce caractère on va dire, scientifique du problème a eu des effets sur la façon dont, on va dire, les mouvements sociaux, les mouvements populaires se sont emparés de la question climatique.
avec deux approches qu'on essaie un peu de décrire rapidement dans le livre au début des années, à la fin des années 80, au début des années 90. D'une part, une approche qui travaillait d'abord par le caractère global du phénomène, la démonstration scientifique, le fait que cette démonstration scientifique devait conduire à une prise de conscience massive et ensuite produire des changements politiques. Alors, on a vu la limite de ça et on pourra revenir sur les conséquences. Et puis, une deuxième approche qui était, on va dire, plus grassroots ou plus, qui partait en tout cas de l'idée que ce qui était important dans la question climatique, c'était les impacts sur les peuples, sur les communautés impactées, les premiers concernés, avec effectivement toute une dimension nord-sud extrêmement forte qui avait poussé à mener des combats assez tôt contre l'industrie fossile, pour la reconnaissance de la dette écologiste, pour la défense des droits indigènes, des petits paysans, etc. Et derrière cette dichotomie, résumée de façon extrêmement caricaturale, il y avait effectivement l'idée que, en gros, est-ce qu'on est face à quelque chose où d'énormes intérêts sont en jeu, ou est-ce qu'on est face à un phénomène qui est susceptible de dépasser les enjeux contradictoires. On est sorti de cette phase-là, bien entendu. On a aujourd'hui, compris les retours même médiatiques de la COP26, montrent qu'il y a assez peu d'illusions sur tout ce qu'a évoqué Nicolas. Mais il y a toujours effectivement cet enjeu du rapport aux institutions qui a en gros différencié les mouvements depuis les années 2000. En partie effectivement dans la façon de considérer les COP. Alors, de ce point de vue-là, l'histoire que Nicolas a évoquée, notamment la période entre Copenhague 2009 et Paris 2015, a joué un rôle, mais aussi effectivement avec toute une série de débats qui se sont greffés sur ces enjeux strictement liés à la COP. D'une part, dans la façon dont les réseaux militants se sont constitués à l'échelle internationale. Donc, on a eu effectivement des différences entre des mouvements, on va dire, d'ONG un peu classiques, mais qui font un travail aussi extrêmement important, notamment de compréhension et de décryptage des mécanismes de négociation, et puis des enjeux qui, d'emblée de jeu, disaient que, en gros, c'était d'abord au sud que les choses se passaient, que effectivement la question de la justice climatique devait être au centre des mobilisations pour le climat. Cette question de la justice climatique, elle a effectivement été, elle a mis du temps à émerger véritablement, sans doute que c'est à partir un peu à la fin des années 2000, mais surtout peut-être à partir de la COP de Paris, que ce mot d'ordre-là est devenu relativement consensuel. Et puis, avec, à côté de ça, des initiatives politiques qui se mènent dans certains États, dans une période notamment où il y avait tout un enjeu autour des pays en Amérique, des nouveaux gouvernements en Amérique latine, avec le sommet de Cochabamba en 2010 qui avait été, après l'échec de Copenhague, convoqué par Evo Morales, et en même temps avec toute une série de débats et de contradictions qui sont encore d'actualité sur le néo-extractivisme et comment est-ce que des États, notamment au Sud, qui pouvaient effectivement avoir des volontés de proposer une alternative assez floue quand même, une alternative au système néolibéral, étaient aussi pris par des logiques extrêmement compliquées, notamment à travers l'extraction de leurs ressources. Et ce débat, en ce moment, il est aussi, je ne sais pas si vous avez suivi, il y a eu des articles dans Diplomatique, dans Contretemps, qui reviennent là-dessus. Vous pouvez aller voir, mais en tout cas, je pense que c'est des débats aussi importants parce qu'ils dessinent, en tout cas, ils posent la question de qu'est-ce qu'un État est capable de faire, quelles sont les limites aussi d'une action étatique de ce point de vue-là, et comment est-ce que des mouvements sociaux, des mouvements populaires peuvent avoir un rapport de tension, contradiction, soutien critique, etc., avec ce genre d'expérience. Alors l'autre effet de ce processus-là, c'est que effectivement,
Emmanuel Macron s'est éloigné des COP, mais les mouvements sociaux et les mouvements climat se sont aussi relativement éloignés des COP. Ils sont un regard assez franco-français, hein, donc et Nicolas pourra compléter sur ce qu'il a vu justement à Glasgow. Mais effectivement, nous, côté français, on a eu à partir de 2015 une redéfinition des buts, des enjeux, des façons d'envisager la question climatique dans les mouvements sociaux, mais on y reviendra peut-être dans une deuxième partie. Je laisse peut-être Nicolas compléter sur comment il voit, lui, les mouvements, notamment du Sud, présents à Glasgow. J'y vais direct, ça, du coup? Ouais. Alors, la COP de Glasgow était vraiment particulière, notamment de ce point de vue-là, puisque, évidemment, alors, depuis Paris, toutes les COP, sauf une, ont eu lieu en Europe. Puisque il y a eu une COP qui était sous présidence fidjienne, mais Fidji, évidemment, une île trop petite pour accueillir 20 000 délégués. Donc, la COP a été en fait organisée à Bonn, qui est le siège des nations, enfin de la Convention 4 des Nations Unies sur les changements climatiques. Il y a eu une COP au Maroc, mais sinon, il y en a une en Pologne. Et puis, celle qui devait avoir lieu au Chili a été relocalisée à Madrid en un mois après les mouvements, les mobilisations sociales de 2018. Et je mentionne ça parce que c'est important, parce que évidemment, pour les États européens en particulier, les COP et tout autre événement international sont des prétextes en fait pour durcir toutes les lois restreignant l'accès, la libre circulation, etc. On l'avait évidemment vu à Paris avec la manière dont François Hollande l'a reconnu lui-même. L'état d'urgence avait été détourné pour cibler les militants. Bon, et Glasgow, c'est un peu l'acmé de cette tendance-là, avec le Covid qui est utilisé par le gouvernement anglais comme étant vraiment un prétexte pour restreindre encore plus la circulation des militantes et des militants, en particulier des pays du Sud, et leur accès au Royaume-Uni. Et puis l'Union européenne n'est pas en reste, évidemment, avec toutes les restrictions qui ont été mises en œuvre dans l'espace Schengen. Du coup, c'était la COP la plus blanche et la plus pays du Nord qui ait jamais eu lieu, je pense. Il y a énormément de militantes et de militants des pays du Sud qui ne sont pas venus. Ce qui est un vrai problème, évidemment, puisque l'idée quand même, c'est que les personnes qui sont les plus directement affectées par le réchauffement climatique soient au cœur et au centre des négociations. En plus, par-dessus ça, il y a eu un truc quand même un peu paradoxal depuis 2 ans et demi dans le mouvement climat. Le mouvement climat, comme l'a rappelé Vincent, était vraiment, le mouvement pour la justice climatique, vraiment un mouvement qui était ancré dans les pays du Sud. La notion même de justice climatique a été forgée à Bali, dans une réunion internationale dans laquelle il y avait principalement des organisations de pays du Sud avec quelques ONG internationales type les Amis de la Terre. Mais on avait vraiment un mouvement qui est encore plus que le mouvement altermondialiste dont l'épicentre était au Sud. Et depuis 2 ans et demi, il y avait eu un peu un glissement, avec notamment Extinction Rebellion et les grèves du climat, dont l'épicentre est clairement l'Europe, et au sein de l'Europe, par ailleurs, des catégories sociales quand même relativement privilégiées. Et donc, il y avait à la fois ce truc réellement intéressant et réellement important de mobilisation massive sur le climat comme jamais il y en avait eu. Septembre 2019, c'est 7 millions de personnes qui descendent dans la rue 2 vendredis consécutifs à l'appel de Fridays for Future. 7 millions de personnes, c'est à peu près l'étiage des mobilisations de 2013 ou 2014, je me trompe toujours, de 2003 ou 2004, pardon, je me trompe toujours contre la guerre en Irak, contre la deuxième guerre d'Irak, qui sont considérées comme la plus grosse mobilisation internationale. Donc on était vraiment dans des mobilisations de masse, mais qui avait un épicentre au nord. Et depuis quelques mois, là, on sent quand même quelque chose de relativement intéressant, y compris à l'intérieur des grèves du climat, avec, à la faveur de la pandémie, un gros travail pour faire émerger d'autres voix, d'autres leaders, d'autres figures, d'autres mouvements. La Suisse a été un moment important de ce point de vue-là, puisqu'à Davos, en 2020, du coup, c'était pas 2021, c'était 2020, Greta Thunberg était présente, ainsi que notamment Vanessa Nakate, une militante ougandaise, et vous vous souvenez peut-être que Vanessa Nakate avait été coupée de la photo je ne sais plus quelle agence de presse avait fait circuler, et ça avait été un moment hyper important, notamment dans
dans la dynamique des grèves du climat pour prendre conscience de la nécessité de vraiment construire ce mouvement comme étant pas juste un mouvement de blancs et de blanches des pays du Nord. Donc, ça, c'est quand même un élément important, je pense, à prendre en compte sur ce qui s'est passé à Glasgow. Je dirais qu'il y a... on voit, enfin, en lien avec ce que je disais tout à l'heure, quoi, sur le fait qu'il y a des nouvelles opportunités qui sont ouvertes dans l'espace institutionnel. Évidemment, c'est pas des opportunités qui sont de nature à changer complètement la donne en elles-mêmes. Donc, c'est pas le genre de truc qu'on va célébrer comme étant des victoires des mobilisations sociales, comme on le ferait quand le Crédit Suisse annoncera le plus rapidement possible complètement désinvestir des combustibles fossiles. Pour autant, ce sont des succès extrêmement importants et ce sont des succès des mouvements. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on parvienne aussi un peu à reprendre espoir et à reprendre conscience, quoi, de l'impact qu'ont les mobilisations sociales et qu'ont ces mouvements-là, y compris jusque dans les institutions qui, jusqu'à présent, étaient quand même plutôt dans une impasse. Donc, ouais, on est dans une dynamique là qui est vraiment intéressante. On va voir au cours des prochaines, je dirais, mobilisations et des prochains mois ce que ça va donner. Du côté des COP, ça va quand même être relativement compliqué parce que les 2 prochaines COP auront lieu pour la COP 27 en Égypte, à Sharm el-Sheikh, et pour la COP 28 aux Émirats arabes unis. Donc, c'est clairement pas des COP qui vont donner lieu à des mobilisations de la société civile locale massive. Et donc là, on risque probablement de perdre un peu justement en influence. Donc, il va falloir trouver d'autres manières de continuer à influencer les négociations. Alors maintenant, j'aurais juste voulu revenir sur une problématique qui revient dans votre livre, principalement dans le chapitre 3, donc, qui est celui de la stratégie. Et donc, plus précisément, est-ce que vous pourriez nous parler un peu des alliances qui peuvent se faire donc, dans le mouvement pour le climat, des cibles que ce mouvement peut viser, et également donc, les modes d'action. C'est particulièrement intéressant pour nous, puisque hier s'est tenue donc, une conférence qui a réuni plein d'acteurs suisses, et notamment Genevois, sur la question du climat, donc Break Free, la grève du climat, certains syndicats, la grève pour l'avenir, XR, etc. Et donc, comment en fait faire avancer la cause ensemble, malgré la divergence d'opinion et la diversité aussi des actions. Et s'il faut aussi ajouter une autre petite question en rapport avec ça, comment ajouter de la mixité sociale, donc vous venez un peu d'en parler. Vous mentionnez aussi dans le chapitre 3 le mouvement des Gilets jaunes qui en France a pu amener en fait des classes un peu plus populaires à un mouvement qui est majoritairement représenté donc, dans les classes moyennes et moyennes supérieures. Mais en Suisse, par exemple, on n'a pas du tout eu un mouvement social comme ça et on est beaucoup plus de nouveau aussi dans le problème d'avoir que des militants qui viennent de classes relativement privilégiées. Oui, ben là, je pense qu'on est dans un des, on est dans un des enjeux, à mon avis, centraux pour essayer un peu de réfléchir à cette question-là. Alors, la question des alliances et la question, on va dire, de la mixité sociale, ou en tout cas de la composition de classe des mouvements. Alors, pas seulement de classe, j'y reviendrai. Bon, effectivement, la question des alliances, ça pose la question d'abord des relations entre organisations, collectifs militants, en tout cas groupes organisés. Hein. Moi, je pense qu'un des enjeux pour les mouvements climat, c'est de deux ordres. D'une part, il ne faut pas perdre la volonté de massifier, et y compris sous des formes, on va dire, politiques assez vagues, hein, mais qu'on ait quand même plusieurs milliers ou millions de personnes, notamment de jeunes dont c'est la première manifestation et qui défilent avec un slogan où il est dit qu'il faut changer le système, c'est pas complètement négligeable. Et on a eu, en France, une forme de distance de pas mal de réseaux militants par rapport à ça, au nom du fait que les marches ne servaient à rien. Moi, je crois qu'elles sont largement insuffisantes, mais qu'il ne faut pas du tout abandonner cet objectif parce qu'on a besoin aussi de démonstrations de masse, notamment après le Covid, où l'habitude de manifester est encore plus difficile qu'avant, et en particulier pour des personnes qui ont entre 15 et 25 ans, qui n'ont jamais connu vraiment d'expérience militante. Donc, je crois qu'il faut pas du tout négliger ça. Le second aspect, c'est effectivement, il n'y a pas de formule magique, mais sortir la question climatique de son entre-soi climatique, c'est-à-dire que effectivement penser
si on croit que en gros c'est un enjeu majeur pour la survie de nos sociétés ou pour en tout cas la survie sans barbarie de nos sociétés, ça veut dire qu'effectivement une série de groupes sociaux risquent d'être impactés et que c'est non pas forcément au nom de la surimportance de la cause climatique, de faire venir les collectifs de personnes victimes de violences policières, de racisme, les collectifs féministes, les syndicats, etc., uniquement ne pas seulement les inviter à se mobiliser pour la cause climatique, mais essayer de voir justement autour de pourquoi il y a convergence, pourquoi il y a l'idée on a des intérêts communs, et notamment d'abord en allant soutenir, aider, participer à leur lutte. C'est-à-dire qu'effectivement, on a quand même tout souvent tendance à appeler les autres pour nos propres luttes. Je crois que, notamment parce que, effectivement, comme tu l'as dit, le mouvement climat classique est composé de classes moyennes, là, on a besoin d'aller au contraire vers les autres et d'avoir des formes de solidarité mutuelle, mais qui ne viendront pas du jour au lendemain et qui nécessitent effectivement un travail de long terme, notamment autour de projets voilà, qui s'inscrivent dans la durée. Bon, un exemple qu'on cite dans le bouquin, c'est côté de chez moi, c'est une maison, un local, un lieu, on va dire, qui s'appelle Vert Dragon et qui a été monté par des militants d'Alternativa et le Front des Mers, qui est une espèce de collectif essentiellement de mamans d'élèves du quartier et de personnes racisées, donc qui ont une porte-parole qui en France est un peu connue dans les milieux militants, et ils ont ouvert un lieu qui est une forme d'expérimentation, de rencontre, de débat, d'activité, etc., et qui a comme objectif d'inscrire véritablement une écologie et la cause climatique dans ce quartier. Je ne dis pas que cette expérience est reproductible comme ça. Bien sûr, ça nécessite quand même un certain nombre de moyens militants, mais c'est quand même essentiel, et en particulier dans le climat politique français où la question du racisme et de l'islamophobie est centrale. Bien sûr, on ne peut pas négliger ça. C'est-à-dire que si on n'est pas aux côtés des personnes qui sont victimes de racisme ou de discrimination, effectivement, on ne voit pas pourquoi est-ce qu'ils viendraient aussi discuter avec nous d'autres aussi. Deuxième question sur les alliances. Il y a un autre exemple intéressant. Le 6 novembre, c'est le jour de l'appel de mobilisation au moment de la COP26. Bon, à Paris, c'était assez triste. On n'avait pas réussi à organiser quelque chose de très important. Donc, on était près de 1000 personnes, quoi. Et puis, par contre, dans un département extrêmement rural c'est le département d'où je viens, donc je sais qu'il n'y a pas beaucoup de traditions militantes collectives fortes, et il y a eu une manifestation de plusieurs milliers de personnes qui a contre un projet d'énormes réservoirs d'eau pour abonder l'agriculture productiviste, en particulier le maïs de la région. Et là, effectivement, on a vu des alliances qu'on avait déjà vues dans d'autres cadres. La protection des animaux, des oiseaux, la Confédération paysanne, donc le syndicat paysan de gauche le plus important en France, et puis un réseau, notamment en partie issu du mouvement climat, issu de ce qui reste de Notre-Dame-des-Landes. Et là, on a effectivement, notamment en se basant sur notre anneau sur lequel je vais revenir, une volonté, effectivement, de travailler avec différents acteurs qui n'ont pas forcément les mêmes points de départ de mobilisation, les mêmes intérêts, mais qui ont une préoccupation première, c'est d'abord, effectivement, une défense de territoire. Alors, cette question de la défense des territoires, que ce soit sur l'eau, contre les projets inutiles, etc., elle a été essentielle dans la redynamisation et le renouvellement de la cause écologiste et climatique en France depuis, en gros, une petite dizaine d'années. Bien sûr, le phare, entre guillemets, de
cette période-là a été Notre-Dame-des-Landes, qui a été aussi un exemple d'alliance à la fois intelligente et conflictuelle, hein, c'est-à-dire que ça a été pour les gens qui ont participé des heures et des heures de débat, mais où il y a eu là encore des acteurs qui ont pu agir à différents niveaux. Hein. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a jamais une façon d'agir, mais qu'en fait, dans des formes de coalition, on peut taper sur différents coups, mais dans la même direction. Donc, il y avait la question juridique avec voilà, les procès, la question des occupations, la question de la mise de l'utilisation des terres, la question des paysans, la question des habitants, la question des comités de soutien dans l'ensemble du pays et la question syndicale. C'est-à-dire qu'effectivement, ça a mis du temps, mais on a eu un collectif de syndicalistes qui s'est monté en soutien à la Ligue de Notre-Dame-des-Landes, des syndicalistes de Vinci, donc la multinationale qui devait construire l'aéroport, qui se sont organisés. Et donc là, on a eu cette espèce de choses un peu inattendues où on avait quand même une capacité à agir en utilisant différentes armes. Et ça pose la question à la fois des acteurs et puis à la fois des modes d'action. Et on voit qu'aujourd'hui, si on considère le mouvement climat au singulier, c'est-à-dire des choses qui avancent ensemble, qui avancent dans le même sens, mais pas de la même façon, on a effectivement affaire à des gens qui peuvent tout à fait travailler auprès des institutions. On l'a vu par exemple en France avec la Convention citoyenne pour le climat, qui a été aussi un questionnement. Est-ce qu'il faut s'intéresser à ça? Est-ce que c'est un piège du gouvernement dans lequel on va on va faire de l'énergie? Mais en même temps, il y avait d'autres luttes qui se menaient. Et il faut qu'on arrive à travailler ça en bonne intelligence. Mais ce qui veut dire que, et c'est pas toujours facile chez nous, hein, il faut se parler, c'est-à-dire qu'il faut aussi dépasser en gros un certain nombre de sectarisme, ou en tout cas d'habitudes prises au sein des mouvements pour arriver à agir ensemble. Nous, là, on est un peu dans les questionnements par rapport à 2022, l'élection présidentielle, comment est-ce qu'on arrive à remettre dans le débat politique ces questions-là, mais c'est pas forcément toujours évident. Troisième aspect, j'en finis, je passerai la parole après, c'est sur la composition sociale en tant que telle. Donc, tu as parlé des Gilets jaunes. Bon, effectivement, les Gilets jaunes, ça a été un enjeu aussi très important pour les mouvements climat, parce que en gros, ils ont surgi à peu près en même temps que les marches pour le climat, et ça a obligé à se poser la question de qui on est socialement, et surtout, à partir de qui on est, qu'est-ce qu'on défend, hein. Et la question, effectivement, de la justice climatique, hein, symbolisée un peu dans le slogan fin du monde, fin du mois, même combat, a été aussi, effectivement, a été un accélérateur, hein, dans un certain nombre de prises de conscience, sans forcément avoir la solution clé en main, mais en tout cas, c'est de redéfinir un peu ce qu'on entend par justice climatique. Aujourd'hui, ces mouvements-là, ils sont assez disparates. Il n'y a pas eu de transformation d'initiatives prises pour faire que ce qui reste des Gilets jaunes se transforme en quelque chose. Mais néanmoins, il y a quand même un certain nombre de traces qui ont des effets par ailleurs un peu connexes dans d'autres sphères militantes, notamment par exemple dans le syndicalisme. C'est-à-dire, on a travaillé à Attac notamment à monter une coalition. On pourra peut-être détailler un peu plus sur la question du monde du travail et du syndicalisme, hein, où chose qui était encore improbable il y a 2-3 ans, hein, on retrouve des syndicalistes, enfin des organisations syndicales, des associations intermondialistes, des ONG environnementalistes, et qui essayent de travailler ensemble avec l'idée qu'il faut à la fois avoir un peu un cadre général qui puisse produire des documents, des revendications, etc., mais aussi qu'il faille que ça puisse s'ancrer dans des expériences locales. Je pourrais éventuellement revenir sur une ou deux choses qui se sont menées avec toute une série de limites, hein, et notamment on a monté ça au début du Covid, hein, donc tout ça est très compliqué, mais voilà, il y a des choses aussi qui avancent de ce point de vue-là.
Est-ce que tu souhaites compléter, Nicolas? Ouais, le premier truc, enfin, je pense que ce que Vincent vient de dire est quasi exhaustif, donc j'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est peut-être un premier truc qui est de dire que, évidemment, cette distinction ou cette réflexion sur le mouvement pour le climat, qui est quand même des classes moyennes supérieures, elle est valable dans les pays du Nord. Et c'est important de le souligner parce que dans les pays du Sud, déjà, la distinction en fait climat, social, etc., elle est beaucoup moins nette, voire inexistante. Et je pense que en fait, il faut pas nécessairement le prendre comme un problème, ou il faut pas nécessairement le prendre comme le signe que vraiment on est en retard. Il faut plutôt le prendre comme une indication sur ce qu'il faut chercher comme orientation stratégique. Une autre manière d'illustrer ce que je suis en train de dire, c'est de regarder, je disais tout à l'heure que septembre 2019, c'est une des plus grosses mobilisations de l'histoire, 7 millions de personnes dans les rues, c'est quand même phénoménal, mais en même temps, c'est tout petit. C'est tout petit, pourquoi? Parce que si on prend le nombre de personnes qui, à peu près au même moment, se mobilisaient, non pas 3 fois dans l'année, mais quasiment au quotidien, ou en tout cas chaque semaine, à Hong Kong, en Algérie, en France à travers les Gilets jaunes, au Liban, au Yémen, au Chili, eh ben, on était à plus de 7 millions de personnes si on mettait tout ça bout à bout et qu'on additionnait les chiffres. Et donc, la question, c'est au fond, qu'est-ce qui nous manque? Alors, une partie de la question et de la réponse, c'est ce que Vincent a développé sur l'importance de construire des liens avec des syndicats. Et de ce point de vue-là, par exemple, à Glasgow, l'une des choses qui était vraiment extraordinaire et galvanisante, c'était la présence syndicale dans les cortèges. Et y compris des syndicats qui, en Écosse, n'ont pas une tradition de rejoindre les mobilisations pour la justice climatique. C'était pas juste Solidaire qui était là ou la FSU, c'est des syndicats qui pendant longtemps ont vraiment été dans l'idée qu'il y avait une césure entre l'urgence climatique et l'urgence sociale. Donc là, il y a des réelles avancées qu'il faut poursuivre. Et l'autre truc, c'est de réfléchir effectivement quels sont les éléments qui peuvent créer des mobilisations éruptives sur le climat de la même manière qu'on a eu des mobilisations éruptives en 2019, comme je le disais, au Liban, au Chili, au Yémen, en France, etc. Et si on regarde ces mobilisations, dans beaucoup de cas, en fait, elles avaient trait d'une manière ou d'une autre à la question énergétique. C'était central, évidemment, chez les Gilets jaunes, avec la question du prix du pétrole, et des taxes sur le carburant. C'était présent aussi au Liban, c'était présent aussi au Chili, où en fait la question c'était le prix des transports publics. Donc c'est aussi en fait une question quelque part énergétique. Et donc peut-être que c'est ça qu'il faut regarder, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va ramener la question climatique à une question qui est plus directement sociale pour sortir de cette césure-là. Je pense que ça aussi, c'est un axe stratégique à creuser. Et de ce point de vue-là, c'est ce qu'on essaye de dire dans le livre, Effectivement, comme on sait pas exactement ce qui va prendre et ce qui va fonctionner, il faut vraiment défendre ce qu'on appelait dans le cadre du mouvement altermondialiste la diversité des tactiques, qui est une notion qui est maintenant un peu controversée, donc on peut peut-être en parler différemment, C'est un menu ou un ensemble de répertoire d'actions, je sais pas, mais de vraiment sortir de cette idée. Alors, je ne sais pas quelle est la nature du débat en Suisse, mais par exemple en France, il y a quand même eu toute une phase dans laquelle tout un tas d'acteurs et d'actrices des mobilisations climat ont dit mais en fait les marches ça ne sert à rien. À l'inverse, des personnes qui organisaient des marches disaient ouais mais attention le sabotage, la violence, etc. Ça va nous couper des masses et ça va nuire au mouvement. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ça et qu'on arrive vraiment à penser chacun des éléments, chacune des formes d'apparition des mobilisations comme étant complémentaires et comme jouant un rôle à part entière. Mais pour ça, en fait, la réalité, c'est que si on avait, ce qui faisait que dans le mouvement altermondialiste, on reconnaissait la diversité des tactiques, c'est qu'on avait une perspective stratégique un peu commune, malgré la diversité des mouvements, malgré la diversité de points de vue, d'histoire, de tradition. Donc, ce qu'il faut qu'on arrive à trouver, c'est ça. Et clairement, c'est pas la réduction des émissions de gaz à effet de serre seule qui va servir à ça. Donc, ça peut être la question énergétique, ça peut être la question de l'emploi, ça peut être des questions comme ça, mais il faut qu'on creuse ce genre, je pense, d'approche pour effectivement trouver cette espèce de lien stratégique qui va faire qu'on va se reconnaître comme faisant partie d'un même mouvement, que l'on fasse des marches un peu plan-plan, mais massives, ou que l'on fasse du sabotage d'oléoducs, de gazoducs ou d'excavatrices de charbon. Merci. Merci à tous les deux. Du coup, on va prendre les questions, les prises de parole de la salle, des intervenants. Pas trop long si possible.
le monde puisse s'exprimer. Et donc, 2 minutes max, je vais timer, j'aurai des petits panneaux pour vous dire quand il reste 1 minute et quand il faut vraiment arrêter. Voilà, merci. Alors, soit vous parlez assez fort pour que notamment Nicolas puisse vous entendre, soit vous donnez prendre le micro. Juste pour revenir sur ce que vous venez de dire, vous avez parlé de sabotage de gazoduc. Comme action concrète, vous avez quoi? Est-ce que... Je veux bien une amplification de la question. J'ai juste entendu sabotage de gazoduc. Voilà, tu as parlé de sabotage de gazoduc. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, bon, la question du sabotage en tant que telle, elle a été un peu remise, je pense, au devant de la scène par un ouvrage d'Andreas Malm, un chercheur suédois, dans un bouquin qui s'appelle « Comment saboter un pipeline », qui est paru aux éditions La Fabrique, qui est un livre assez stimulant et assez intéressant, et en même temps qui a un certain nombre de limites, mais dans lequel il dit en gros le mouvement pour la justice climatique est dans une impasse stratégique parce qu'il a fait de la non-violence morale un horizon indépassable, et en fait il est pleinement légitime de s'attaquer aux infrastructures fossiles. Les limites, elles sont là-dessus, mais je ne suis pas sûr que ce soit très intéressant de les discuter. Enfin, je veux bien développer ça s'il y a d'autres questions là-dessus. En tout cas, il pose la question de dire, dans la situation dans laquelle on est-ce qu'il n'est pas légitime de ne pas simplement plaider pour du désinvestissement, de cibler les banques, etc., mais aussi de démanteler ou de détruire ou en tout cas nuire aux infrastructures fossiles. Nous, dans le livre, on dit qu'en fait, la question du sabotage, elle est relativement intéressante dans la mesure où elle peut être une manière de prolonger les occupations. Les occupations et les blocages de type Ende Gelände, qui sont ces grosses actions qui ont été organisées par des militantes et militants allemands depuis 2015, avant la COP de Paris, qui consistent à, pendant quelques jours, investir une mine de charbon à ciel ouvert et bloquer la mine de charbon, les excavatrices et le système de transport ferroviaire. Alors, ce n'est pas des trains, c'est des wagons qu'il y a immédiatement entre la mine et la centrale qui est juste à côté. En fait, le sabotage, c'est-à-dire ça peut être dévisser quelques boulons, quelques trucs comme ça permet de dire que même une fois que les militantes et les militantes ont été expulsés, l'occupation, quelque part, est prolongée. Après, la question du sabotage, elle est aussi au cœur de la résistance des militantes et militants en Amérique du Nord contre les oléoducs type d'Apple, Keystone, etc., où il y a eu pas simplement des blocages, il y a eu aussi soit des pneus crevés, des roues démontées, etc. Enfin, en tout cas, tout un tas de stratégies qui ont été développées pour enrayer le chantier. Elle est aussi au cœur, par exemple, de la lutte du peuple Ogoni au Nigeria contre l'extraction de pétrole et les oléoducs qui traversent le pays, avec là des actes de sabotage qui peuvent aller jusqu'à de la destruction plus réelle ou plus radicale ou plus directe de l'infrastructure de transport du pétrole. Et disons que oui, le sabotage, mais sabotage tout de suite, ça véhicule tout un imaginaire romantique de, je sais pas, on va faire péter avec des bombes. D'ailleurs, le titre du bouquin de Malm, c'est comme ça. C'est en anglais, c'est How to blow up a pipeline. Donc c'est comment faire exploser un oléoduc. C'est pour moi, enfin, je crois que c'est vraiment ce qu'on dit dans le livre, quoi. C'est plus comment est-ce qu'on peut faire durer l'occupation au-delà de la présence des militantes et des militants, quoi. Voilà. Et que après, moi personnellement, par exemple, je suis convaincu que la meilleure manière de démanteler un oléoduc comme appelle à le faire Andreas Malm, c'est précisément de cibler les institutions financières. C'est peut-être moins spectaculaire, mais si le Crédit Suisse désinvestit des combustibles fossiles, ça aura plus d'effet que si un oléoduc pendant 3 ou 4 jours cesse de transporter du pétrole parce qu'on aura démantelé 3 ou 4 boulons. Voilà, donc pour moi, typiquement, c'est vraiment la question qu'il faut replacer dans un répertoire d'action plus large
parce qu'il faut déconstruire tout un tas d'imaginaires qui sont liés à la spectacularité, à la confrontation, etc. Mais reste que la question du blocage de l'infrastructure, au-delà de la seule présence des militantes et des militants, est réellement importante. Je me demandais, merci pour votre présentation, elle était vraiment très, très intéressante et très claire. Je me demandais, par rapport aux mouvements qui mettent comme revendication vraiment centrale le fait de dire la vérité, de guillemets, le fait de déclarer l'urgence climatique, d'informer la population, d'informer les parlementaires, etc. Il y a certains mouvements comme, par exemple, Extinction Rebellion, en tout cas en Suisse. Je sais que c'est différent selon les régions, donc en France, je suis moins ce que fait ce mouvement, mais beaucoup ça en avant. En ce moment, il y a aussi une personne, Guillermo, qui fait une grève de la faim à Berne par rapport au climat et qui demande comme revendication première que l'Assemblée fédérale, donc le Parlement suisse, reçoive une séance d'information sur l'urgence climatique. Et pour se réalimenter, ce qui pour l'instant n'est pas du tout à l'ordre du jour, mais voilà, c'est ce qu'ils demandent. Donc, nous, dans les différents collectifs qui avons organisé ça, la grève du climat ou Break Free, on n'est pas partisans de ce genre de revendications parce qu'on pense justement qu'elles sont beaucoup trop, entre guillemets, d'une certaine manière naïves et qu'elles nient les rapports de force, qui fait que c'est pas juste une question d'information, le fait de ne pas agir pour l'urgence climatique, et particulièrement de la part des gouvernements ou du secteur privé. Et du coup, comment, à votre avis, le mouvement pour la justice climatique qui ne partage pas cette revendication-là doit se positionner par rapport à ces mouvements? Est-ce qu'on considère que c'est une revendication quand même qui peut être utile dans un certain sens aujourd'hui, ou est-ce que c'est juste une perte de temps et d'énergie selon vous, ou est-ce qu'on doit dialoguer pour essayer de leur faire changer de revendication, mettre en outil d'emploi, etc. Donc j'aimerais bien entendre ce que vous en pensez par rapport à ça. Oui, est-ce que c'est utile? C'est toujours utile de dire la vérité qui est révolutionnaire, mais ça dépend de quelle vérité on parle. C'est-à-dire, si c'est la vérité sur les changements climatiques, on est quand même en 2021. Je crois que la question aujourd'hui, on a pu penser qu'avec Bolsonaro et Trump, il y avait un retour, alors, il ne faut pas le nier, hein, mais qu'il y avait un retour du négationnisme. Bien sûr, c'est possible, mais c'est pas ça, à mon avis, la menace la plus importante. Et je pense que les élus suisses sont assez au courant quand même, à minima, de la réalité de tout ça. Après, voilà, c'est plus quelle clé d'explication on donne à ces changements climatiques. Là, pour le coup, c'est une opération de vérité. C'est-à-dire qu'effectivement, quand depuis 71, Total savait un certain nombre de choses sur les effets de ces activités, il y a bien sûr un enjeu de dissimulation des effets des multinationales, des États, etc. Et bien sûr, pour moi, les vraies opérations de vérité, c'est autour de l'action de ces États ou de ces grandes entreprises, et quelle clé d'explication on donne. Parce qu'effectivement, des formes d'explication qu'on donne dépendent des solutions sur lesquelles on va essayer de travailler. Donc, moi, c'est pour ça que de la vérité ou pas, ça reste très variable. Après, sur les mouvements dont tu parles, moi, j'en sais rien. Quel est le degré de naïveté ou d'intérêt, en tout cas, de travailler avec eux. Moi, ce que je vois dans le cas français sur Extinction Rebellion, qui était effectivement parti un peu parce qu'il représentait les points initiaux de leur réseau international. En réalité, cette dimension-là, elle a été finalement tout à fait secondaire dans leur développement. C'est-à-dire que c'était une des choses qu'ils mettaient en avant au début. Et puis, en fait, assez rapidement, ils se sont quand même orientés sur la question des formes d'action et par la rencontre avec d'autres mouvements, notamment aussi avec des débats qui les ont traversés après leur première grande action médiatique, puis après avec les Gilets jaunes. Cette question-là a été relativisée. Donc je crois que pour le coup,
ce que je peux percevoir, on évolue assez rapidement dans cette question-là. Il faut savoir utiliser les scientifiques aussi à bon escient, c'est-à-dire qu'effectivement, je prends deux exemples. C'est sûr que la question des scientifiques du GIEC qui sont quand même voilà, aussi des appuis pour nous, hein, donc il faut aussi les titiller, c'est-à-dire, bon, ok, vous nous dites ça, bon, la réalité des changements climatiques, de plus en plus, on est au courant que c'est la responsabilité des sociétés humaines, mais c'est quoi les sociétés humaines? Qu'est-ce que vous entendez par là? C'est quoi exactement? Le deuxième exemple, c'est la question, par exemple, en France, il y a un réseau qui s'appelle, enfin, un institut qui s'appelle Negawatt, qui fait de l'expertise très intéressante et qui font des scénarios énergétiques pour, en gros, se passer du coup des fossiles et du nucléaire. Et pour l'essentiel, c'est des ingénieurs. Et bon, ils font des trucs, en gros, c'est vraiment très intéressant parce que c'est aussi des questions de planification, c'est-à-dire qu'ils fixent un objectif, une date, puis ils essayent de voir comment est-ce qu'on peut l'atteindre techniquement. Bon, et le seul souci, enfin, le seul problème, entre guillemets, c'est que pour eux, il n'y a pas d'intérêt en jeu. Enfin, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont dans une logique technicienne, d'ingénieur, et du coup, la question politique dans tout ça, elle est très, voilà, pas complètement absente, hein, mais elle est en tout cas assez dure à cerner. Je pense que là aussi, c'est des gens avec qui il faut véritablement travailler, entrer en débat pour dire, bon, en gros, si c'était juste si c'était juste un bon plan à appliquer, pourquoi ça n'est pas le cas? Donc, où sont les blocages? On part d'un discours, on va dire, de vérité scientifique ou technicienne, hein, mais aussi pour voilà, en faire autre chose, quoi. Voilà. À mon avis, c'est comme ça qu'il faut essayer de travailler ça. D'autres questions qu'après on donne ouais. Vas-y. Vas-y, assis. Sur un refus de l'énergie hydraulique qui vient des lacs, des barrages. En fait, si on se reporte, quand je vois la France qui a un parc nucléaire énorme, en même temps qu'il y a un empire dans l'uranium, dans ces territoires en Afrique, qui en fait y a une utilisation massive du pétrole. La question, c'est simplement, est-ce que la France surconsomme l'énergie? Il me semble que c'est vraiment le cas, quoi, puisque énergie nucléaire, énergie pétrolière, et puis pour les énergies, vous êtes très en retard aussi sur l'énergie alternative. Donc, qu'est-ce que vous en pensez sur cette surconsommation française de l'énergie hydraulique? Non, sur l'énergie vraiment. Sur l'énergie nucléaire plus l'énergie pétrolière, quoi, qui sont vraiment des repousseurs pour nous. Je comprends notre question. La Suisse, elle consomme plus de pétrole par habitant que la France, hein, a priori, je crois. Non, pas une sorte. Consommation de pétrole, pourquoi? De la voiture ou qu'est-ce que vous dites? Globalement. Globalement, je ne suis pas sûr, non. Je crois que on va continuer parce que je pense que moi, j'ai une question qui concerne une des dernières déclarations vertes, entre guillemets, avec plein de guillemets, d'Emmanuel Macron, qui est celle de ne pas accorder de subvention à l'export, soutien à l'export de Total sur Arctic LNG, le projet Arctic LNG. Comment vous l'interprétez, Nico et Vincent, et comment est-ce que c'est quoi votre sentiment par rapport à la coalition Total Collapse, au mouvement d'action, la Total Collapse et le Glasgow Agreement? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Je peux expliquer ce que c'est Arctic LNG puis... Ouais, Arctic LNG, c'est l'exploitation du gaz en Russie arctique par Total et d'autres, bien sûr. Français. Ouais, notamment. Alors, bien sûr, consommation. Notamment. Ma question, c'est surconsommation française. Laissez-le finir. On demande d'expliquer. Le deuxième truc, c'est quoi? Oui, pardon, Glasgow Agreement, c'est la coalition internationale de laquelle Rectif fait partie et d'autres. Je crois que la Grève du climat aussi, certains groupes de la Grève du climat ont participé en Suisse.
Et puis, je sais que forcément des super soutiens. Donc voilà, cette coalition internationale de grassroots qui est notamment dirigée par beaucoup de gens du Sud global qui nous ont poussés à cibler Total toutes et tous en même temps. Une troisième question avant qu'on commence. S'il vous plaît, j'ai un petit. C'est une question trop globale. C'est-à-dire, je n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi ce problème de changement climatique préoccuperait plus les gens de gauche que les gens de droite. J'arrive, c'est-à-dire, est-ce que ça veut dire que pour les gens de droite, ce n'est pas très sérieux? Je ne comprends pas. C'est-à-dire que s'il y a des défauts, est-ce qu'ils seront différenciés selon qu'on est de la gauche ou qu'on est de droite au niveau des conséquences? Parce que les conséquences actuelles, elles sont fondamentalement de gauche. C'est-à-dire, ce sont les gauches, quand les Indiens, c'est-à-dire, ce sont les peuples qui vivent dans des conditions difficiles, dans des quartiers difficiles, dans les villes, les pollutions, c'est-à-dire qui étaient des problèmes très importants pour la gauche au début. C'est-à-dire, comment se fait la distribution des conséquences du changement climatique sur les différents groupes de population. Il y a le monsieur, l'Américain, qui envoie des trucs. En laissant entendre, peut-être qu'un jour, les très riches, ils ne sauront pas si c'est trop dur, ils vont aller ailleurs. Mais les gens, les petits peuples, ils n'ont pratiquement pas. Alors, c'est-à-dire, je me demande, si ce n'est pas parce que la gauche a laissé un peu tomber le problème de la distribution inégale des conséquences actuelles, qui pose problème. Si vous allez sur la côte atlantique, en Afrique, on dit que s'il y a 30 centimètres d'augmentation de niveau de la mer, c'est-à-dire, pour moi, j'ai l'impression que toutes ces problématiques qui sont concrètes sont un peu délaissées pour quelque chose qui est très loin. Et un jour, j'ai appris que s'il y a un changement climatique et que ça monte à 3 degrés, je ne sais pas quoi, ou 4, Londres sera comme Madrid. Monsieur, il faudrait finir là. Je ne comprends pas le dire. Si Londres est comme Madrid, c'est rien. C'est quoi conséquence? Je crois qu'on a bien compris la question. Nicolas, est-ce que tu as bien entendu ou est-ce qu'il faut une répétition? Non, ça va, c'est bon. Ouais. On les prend dans l'ordre. Je laisserai la réponse totale la question qui a été posée là-dessus. Sur le nucléaire, on a une vraie culture française du nucléaire qui est en train de se reproduire quasiment à l'identique, mais pas pour les mêmes raisons, mais un petit peu quand même d'une certaine façon, parce que du coup, dans les années 70, il y a eu le plan Mesmer en 72 qui a été quasiment en 6 mois, en gros, on a décrété qu'on allait implanter du nucléaire partout. Et ça a orienté la politique énergétique de la France jusqu'à aujourd'hui. Et le retard, il est essentiellement dû à ça. Ça arrive en gros, ces décisions-là, ça va être largement lié, en tout cas justifié par le choc pétrolier. On a à l'époque, faut chasser le gaspillage en matière énergétique, etc. Et donc le nucléaire va apparaître comme une solution à cette nouvelle situation au milieu des années 70. Et aujourd'hui, ce que fait Macron, c'est exactement ça. Sauf que l'argument, c'est limiter l'usage des fossiles pour la question par rapport à la question climatique. Et une des actions qu'il a menées en amont de la COP, ça a été
de faire des alliances avec les pays producteurs de gaz fossile dans l'est de l'Union européenne pour faire que et le nucléaire et le gaz fossile bénéficient des fonds verts, en gros, des fonds européens qui sont alloués pour les énergies propres, on va dire. Donc, il y a une vraie offensive et là, il présente un nouveau plan de développement, de nouveaux réacteurs avec des réacteurs qui sont dont l'expérience française est quand même assez catastrophique à la fois en termes de délai de construction et de coûts et de sécurité. Et on est tout à fait pris dans cet engrenage du nucléaire avec des enjeux de champion français industriel. Et ça va être dans les mois qui viennent, là, un des enjeux pour les mouvements climatiques. Et ça, pour le coup, effectivement, c'est pas forcément évident parce que la cause climatique, c'est toujours tenu un tout petit peu à côté des mouvements antinucléaires et vice-versa. C'est-à-dire qu'il y a toujours une critique des mouvements antinucléaires de la cause climatique parce qu'on ne parlait pas du nucléaire et puis sans doute chez certains, une forme de peut-être solution à travers le nucléaire et le succès quand même de quelqu'un comme Jean Covici, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, mais il passe quand même dans plein de médias. J'étais à la gare tout à l'heure, j'avais une BD de Blin avec lui, donc voilà, maintenant il est héros de bande dessinée, donc voilà. Et ben voilà, c'est aussi ça contribue aussi à ce climat-là. Donc je pense qu'effectivement ça va être un enjeu pour nous et c'est aussi vous disiez, est-ce que la France surconsomme de l'énergie? Oui, mais bon, pas par rapport à la Suisse, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un des éléments qui fait que la France peut surconsommer. Et la COP, c'est ça, c'est-à-dire c'est d'aller trouver des solutions pour ne pas réduire les consommations massivement, les consommations énergétiques dans leur ensemble. Donc, ça va être la séquestration du carbone, le nucléaire, les droits d'échange, les échanges de droits à polluer, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment une question essentielle. Sur le deuxième aspect, alors, je pense que votre question elle est très, très intéressante sur pourquoi est-ce que c'est la gauche qui devrait se préoccuper plus que de la droite. Alors, le problème, c'est que ça nous emmènerait un peu loin sur le débat de ce que c'est que la gauche et ce que c'est que la droite. Ce qui est certain, c'est que par contre, les effets des pollutions dans leur ensemble sont largement inégalitaires, c'est-à-dire que il y a plein d'études, notamment sur la façon dont les lieux les plus pollués sont construits à proximité des quartiers populaires. Bon, ça a été un des points de départ des mouvements pour la justice climatique, pour la justice environnementale aux États-Unis, notamment autour de la notion de racisme environnemental, de dire que les populations noires étaient les premières impactées par la construction d'usines toxiques, par la proximité avec les déchetteries, etc., etc., et qu'il y avait un aveuglement des grands mouvements environnementaux aux États-Unis à cette question-là. Sur la question climatique, on le voit aussi, par exemple, à travers la question du logement, les appartements surchauffés, les passoires énergétiques sont d'abord sont d'abord les endroits où habitent les classes populaires et les populations les plus précaires. Donc voilà, à partir du moment où on considère que la gauche, on va dire, caricaturalement, est censée incarner un idéal de justice sociale et que la droite est censée incarner un idéal de chacun pour soi, pour moi c'est assez logique que ça devrait plus intéresser la gauche que la droite, mais en même temps, effectivement, tout ça est sans doute plus compliqué que ça et que, bien sûr, il y a une partie des classes aisées qui vont être impactées. Par exemple, on voit, alors un exemple peut paraître anodin, mais les producteurs de vin, par exemple dans le Bordelais, qui sont effectivement pas des gens très à plaindre économiquement, là, ils vont avoir des impacts très très forts sur leur production dans les 10-15 ans à venir. Elle va être complètement modifiée. Donc bien sûr, il y a des effets qui traversent les classes sociales d'une certaine façon, mais la situation, que ce soit le travail, le logement, les transports, etc., elle va quand même impacter largement plus les classes populaires. Et bon, si on réfléchit ça à l'échelle internationale, c'est encore beaucoup bien plus frappant. Les populations qui vivent dans les bidonvilles qui vont pas pouvoir se protéger. Il y a une partie quand même
des classes aisées qui vont quand même trouver les ressources, notamment économiques, pour ne pas devoir subir ça, qui ne vont pas être impactés par les migrations climatiques, etc. Peut-être Nico sur la... Ouais, bah, sur ce dernier point, je pense aussi que, en plus de ce que vient de dire Vincent, il y a, enfin, les riches en fait sont encore dans l'illusion qu'ils vont s'en sortir. C'est au cœur d'un ouvrage d'Amitav Ghosh qui va le romancier indien qui va paraître en français l'année prochaine. On va le traduire. Bref, il va paraître chez Wild Project l'année prochaine, dans lequel notamment il explore un peu les liens entre l'impérialisme et la colonisation, le réchauffement climatique et tout un tas d'autres processus de domination. Et il dit, bah, évidemment, les peuples indigènes et toutes les personnes qui ont été, dont les ancêtres ont été colonisés ont une mémoire très précise de ce que signifiait la destruction et le massacre de ces populations pour permettre l'expansion et la richesse des plus riches et des pays du Nord. Mais en fait, on oublie souvent que dans les pays du Nord, les plus riches aussi ont cette mémoire-là et savent très bien ce que ça leur a permis et ce que permet la destruction des pauvres ou des populations les plus précaires ailleurs. Et on oublie souvent cet élément-là, je trouve, dans notre réflexion. Donc en fait, si toute une partie de la droite et des Bolsonaro, Trump et compagnie, donc vraiment des ultra-riches dans les pays les plus inégalitaires qui soient, sont climato-sceptiques et refusent d'agir pour le climat, c'est sciemment. C'est pas qu'ils sont pas conscients du problème, c'est pas qu'il faudrait les ramener dans la voie de la raison. C'est un choix très très conscient parce que ils ont été socialisés depuis pas simplement leur petite enfance, mais sur des générations et des générations autour de l'idée que eux ils vont s'en sortir et que précisément pour qu'ils s'en sortent et qu'ils soient de plus en plus riches, il faut que les autres disparaissent, soient éradiqués. Sur la question du nucléaire, moi je trouve que ce qui est hyper intéressant, c'est que le nucléaire et fossile, même combat, c'est-à-dire que c'est des énergies qui sont hyper onéreuses, qui sont absolument pas rentables, qui posent tout un tas de problèmes démocratiques, sanitaires, intergénérationnels, etc. Mais on continue à les soutenir comme si de rien n'était. Et ça met en évidence, là aussi, je trouve un élément qui est hyper important dans les réflexions sur la transition énergétique. C'est qu'on insiste souvent sur le fait que les renouvelables sont moins chers et que du coup, c'est de plus en plus que c'est rentable et que économiquement, ce serait plus rationnel de faire des renouvelables. Mais en fait, la question énergétique, elle est tellement stratégique que c'est pas du tout une question économique. Si c'est une question économique, on ferait plus de nucléaire et de fossiles depuis longtemps, parce qu'effectivement, c'est une aberration totale. C'est une question purement politique. Et donc, l'un des enjeux pour le mouvement, je pense que pour la justice climatique, c'est de parvenir à créer les conditions politiques qui font que le compromis socialement et politiquement acceptable, c'est à la fois de substituer les fossiles et le nucléaire par des renouvelables et en même temps, évidemment, de développer la sobriété. Donc, il faut je pense, prendre des choses comme ça. Et c'est peut-être là où ça rejoint la question de Guillaume, sur Total Collapse et la France est l'un des plus mauvais élèves en fait sur la question du climat. Alors Macron est un vrai expert dans la capacité. Enfin, Macron s'est construit une image de leader à l'avant-garde de la lutte contre le réchauffement climatique à l'international, notamment après que Trump ait annoncé que les États-Unis allaient sortir de l'accord de Paris. C'est le fameux tweet Make the planet great again, etc. Et Macron maintenant vit sur l'accord de Paris comme une rente. Mais la France est vraiment un obstacle à toute action ambitieuse sur le climat, à au moins deux égards. La première chose, c'est effectivement la prégnance du nucléaire, qui est un frein majeur à toute transition énergétique. Et la deuxième, c'est la collusion d'intérêts au plus haut niveau entre Total et l'appareil d'État. Et donc, je pense qu'il faut exposer ça, d'autant plus que Total a pendant quelques années plutôt bien réussi à passer pour une entreprise fossile qui était l'anti-Exxon, qui n'était pas la multinationale fossile qui mentait, Total a réussi à passer entre les gouttes de ces casseroles en Birmanie, des personnes massacrées au Nigeria ou ailleurs pour permettre son expansion. Donc aller chercher Total, c'est hyper important parce que c'est aussi ça qui va exposer la collusion avec l'État français. Alors, il y a effectivement les forages en Arctique. Je pense qu'il y a aussi deux projets hyper importants sur lesquels il faut aller chercher Total. C'est un projet d'oléoduc et de gazoduc en Ouganda, le fameux EACOP, East Africa Crude Oil Pipeline, donc oléoduc en l'occurrence, mais il y a aussi des projets gaziers là-bas. Et puis, il y a le projet Vaca Muerta en Argentine,
qui est pareil, qui est un projet dans lequel Total est extrêmement impliqué, qui traverse là aussi des territoires qui sont peuplés historiquement de peuples indigènes et qui vont être sacrifiés sur l'autel des profits de Total avec la complicité de l'État français. Et cette entrée par infrastructure, je trouve que c'est une bonne manière de précisément agir à la fois sur le secteur privé, mais de remettre aussi le public face à ses responsabilités. Et de ce point de vue-là, s'appuyer y compris sur ce qui a été signé, sur ce qui a été discuté dans les arènes institutionnelles, c'est super important et super intéressant. On a des questions? Oui, je voulais dire, ce qui a été dit là, par rapport à l'université des tactiques, je trouvais que c'était vraiment intéressant, parce que les actions qui sont faites comme ça, souvent elles sont un petit peu dénigrées, comme ça, je sais pas, les gens qui se couchent par terre, ils sont dénigrés globalement, on a l'impression. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est de créer vraiment des lieux où il y a des cours ou des choses comme ça, ou comment agir, ou vraiment carrément concrètement travailler certaines choses. Ça peut être peut-être dans l'agriculture, peut-être dans les travaux manuels, toutes ces choses-là, parce qu'on a l'impression que maintenant, on a tellement viré dans les travaux de bureau, on devient trop intellectuel comme ça, qu'on n'a pas de possibilité de faire une vraie action avec des vrais métiers, je dirais, pas des métiers de bureau, des choses comme ça. Ça s'offre pour des jeunes, ou peut-être qu'ils pourraient aussi récolter peut-être des jeunes retraités aussi, qui pourraient donner ce genre de choses, je sais pas. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de gens, ce genre de choses. Mais il y en a, ça commence, mais c'est quand même relativement petit, quoi. On aurait l'impression, ce qui serait sympa, c'est de pouvoir avoir des centres carrément. On gixe ce supermarché, c'était l'hypermarché gigantesque, et puis on a un centre où il y a tout le temps du mouvement dans ce sens-là. Je pense à ça. De temps en temps, ça peut être du recyclage, des choses comme ça. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Et madame? Oui, en fait, moi, je me pose la question de savoir, est-ce qu'il ne faudrait pas éduquer plus les masses pour que plus de personnes soient conscientes du problème climatique et que ça ait une incidence sur le politique pour que les gens élisent plus de personnes qui puissent agir pour le climat. Tout le monde aux mêmes règles. Moi, c'était plus par rapport à la gauche social-démocrate et notamment donc, au Parti des Verts qui prétendument essaye revendique en tout cas de défendre des intérêts climatiques. Et pourtant, on peut voir dans les faits très peu de choses sont entreprises ou si entreprises, ça ne va pas très loin. Par exemple, là, on a pu voir Jadot qui est passé devant Rousseau qui était déjà beaucoup plus progressiste. L'agenda politique de Yannick Jadot est vraiment très très mou. Pourtant, c'est des gens qui arrivent, en tout cas j'ai l'impression, au niveau de la population générale, à se faire passer pour les représentants légitimes du mouvement du climat, ce qu'ils ne sont, en tout cas, selon mon opinion, clairement pas. Donc, ma question, ce serait comment finalement soit amener les voteurs plus vers la gauche radicale qui a des vraies résolutions climatiques, ou comment amener les Verts vers des résolutions climatiques plus radicales. Sur l'éducation, moi je suis complètement convaincu de ça. Il y a deux choses à mon avis. C'est qu'il y a un enjeu peut-être, je ne connais pas le système d'éducation suisse, je ne sais pas comment c'est organisé. Nous, en France, c'est pas centralisé, donc il y a des programmes, etc. Les programmes sont l'objet de débats plus ou moins publics, mais et donc la place des changements climatiques dans
dans ces programmes-là est toujours un peu compliqué, ça a largement pris de l'ampleur, mais avec toujours ce truc, cette approche scientifique des choses. Et c'est normal, et moi je n'ai pas du tout de problème avec ça, mais bon, moi je crois que l'éducation, c'est aussi essayer de réfléchir collectivement à ce qu'on en fait. C'est-à-dire que, et là on a tout un, enfin, là, sur ce genre de réunion ou d'autres ou de types d'initiatives, on peut discuter de ça. Pour moi, c'est aussi de l'éducation dans le sens où on n'est pas là pour apporter un savoir, on est là pour échanger sur des trucs qu'on partage plus ou moins, qu'on connaît plus ou moins bien les uns et les autres. Certaines pas du tout, d'autres un peu plus. Bon, et je crois qu'on a effectivement, on a un peu peut-être perdu cette habitude et je crois qu'on doit reprendre un peu les enjeux de l'éducation populaire autour de cette question-là. Et ça pose une autre question qui me semble aussi importante, c'est, je voulais un peu y revenir tout à l'heure, moi, quelque chose qui m'a un peu frappé aussi un peu dans les limites de la dernière période, notamment dans toutes les organisations qui ont émergé ces dernières années, c'est une difficulté à organiser des structures pérennes. Moi, j'ai un truc qui m'avait un peu agacé pendant les premières marches pour le climat et les premières grèves de la jeunesse pour le climat, où là, il y a effectivement un travail éducatif important à faire, c'est aucune volonté des organisations de construire dans la durée des collectifs, des trucs dans des lycées, dans les facs, de dire, bah, là, on se réunit, on fait des choses régulièrement, etc. Et donc, si c'est effectivement pour manifester de temps en temps, mais sans le travail dans la durée, donc sans faire aussi ce travail éducatif, je pense qu'on est limité. Donc moi, je serais quand même effectivement pour c'est traditionnel en la matière, mais c'est de construire des organisations, des mouvements pérennes autour du climat, en particulier dans la jeunesse. Sur ce que tu disais, moi, je te rejoins tout à fait dans ce moment. Sur la question des alternatives, des lieux, des espaces, je pense qu'il y a plusieurs choses. C'est déjà essayer de protéger et d'ouvrir en tout cas des espaces qui soient des espaces non marchands et des espaces où il se passe autre chose que dans les sociétés néolibérales, avec l'idée que dans tout ça, il y a aussi un rapport au sensible qui se joue. Hein, c'est-à-dire qu'on voit la politique ou l'envie de changer le monde, c'est pas juste l'idée qu'il ne faut pas dépasser 1,5 degré, ça ne parle pas beaucoup en réalité, on ne voit pas bien vraiment ce que ça veut dire. Par contre, je pense qu'effectivement, avoir un rapport sensible à l'environnement qui passe notamment par un tas d'activités, notamment avec la Terre, je pense que ça change en partie les choses. Bon, mais le deuxième enjeu par rapport à ça, c'est pas seulement une question individuelle ou même pro-collectif, hein, c'est que, par exemple, tout simplement, en France, par exemple, on a des évaluations, par exemple, pour 2 millions de paysans pour repenser le travail agricole, repenser le rapport à la terre, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle politique on mène pour donner envie à 2 millions de jeunes aujourd'hui de devenir paysans? Quelle politique foncière il existe pour accueillir ces gens-là? Quelle filière de formation il existe? Voilà. Et donc, comment on valorise d'autres métiers que ce que tu dis, les métiers de bureau, les métiers de cadre ou, à l'inverse, les métiers ubérisés pour les populations les plus précaires. Donc ça, je crois qu'il y a un vrai enjeu qui touche à la question du travail, de l'emploi et de comment est-ce que une société doit redéfinir aussi ses besoins à ce niveau-là, comme ça a été très partiellement fait au début du premier confinement, en tout cas chez nous, hein, où l'idée qu'effectivement, il fallait d'abord s'intéresser aux métiers utiles et qu'il fallait leur redonner du sens, leur redonner une centralité dans la société. Dernière question, alors sur les Verts, etc. Bon, je pense les agnostiques sur cette question-là en partie, c'est-à-dire que bon, moi Jadot, j'attends de voir en gros ce qu'il va raconter. Il incarne aujourd'hui sans doute quelque chose qui est une version sociale libérale de gauche quand même sur un certain nombre de choses dans le paysage actuel français. Le paysage actuel français étant tellement à droite que c'est pas forcément très compliqué. Bon, avec beaucoup de contradictions, on l'a vu à la manif des flics d'extrême droite au mois de mai. Bon. Moi, j'ai pas on pourrait discuter plus longtemps sur ce qu'il faut penser que les Verts peuvent
se gauchir ou pas. Moi, j'en sais pas, j'en sais rien. Par contre, ce qui a été intéressant dans la primaire des Verts en France et le score de Sandrine Rousseau, ça a été le fait que effectivement, il y a eu un mouvement qui n'est pas spécialement un mouvement d'écologiste. C'est-à-dire qu'en fait, elle a réussi à capter une partie de jeunes générations féministes qui ont prouvé que effectivement il y avait quelque chose qui se jouait autour du féminisme, de l'écoféminisme et de croisement en tout cas d'une série de questions politiques majeures pour aujourd'hui. Bon, ça, il y a plein de choses qui n'étaient pas non plus présentes dans son programme, mais en tout cas c'était révélateur d'une envie de quelque chose de différent, mais qui pouvait tout à fait trouver un appui dans le Parti vert. Après, aujourd'hui, effectivement, ce qui est intéressant par rapport à il y a peut-être 10 ans, c'est que maintenant, plus personne vraiment peut complètement ignorer la question environnementale et on voit que effectivement, les Verts ne peuvent pas prétendre être les seuls à parler de ça, avoir le leadership. Bon, globalement, on ne va pas comparer les partis et les programmes ce soir, mais je pense qu'effectivement, si vous regardez le programme de la France Insoumise, il y aura largement de choses aussi intéressantes à discuter que dans le programme de Jadot. Alors, est-ce que c'est aussi visible ou pas? Est-ce que c'est aussi compréhensible ou pas? J'en sais rien. Mais en tout cas, je crois que le débat, il existe. Maintenant, reste à l'imposer dans le contexte électoral à venir, ce qui va être un petit peu plus compliqué. Nicolas, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, peut-être sur la question sur l'éducation, à la fois je suis d'accord avec la réponse apportée par Vincent et je voudrais quand même apporter aussi un complément, c'est que il faut faire attention parce que d'abord, je pense que, enfin, je sais pas forcément ce que sont les masses, mais je pense que ce que montrent notamment les jeunes grévistes pour le climat, par exemple, c'est que la conscience du problème et de ce qu'il faut faire pour le résoudre, elle est quand même hyper diffuse et hyper répandue. Mais c'est surtout la question d'insister trop sur l'éducation, ça revient à sous-entendre que le problème principal, ce sont des comportements individuels. Et je pense que c'est pas vrai, quoi. C'est-à-dire que si on veut parvenir à réellement changer durablement les choses, faut pas agir sur la demande, faut agir sur l'offre. Et je vais prendre un exemple là-dessus, c'est que je sais pas si vous savez qui a le plus contribué à diffuser l'idée de calculer l'empreinte carbone des ménages, des individus, qui est effectivement quelque chose qu'on a, je pense, toutes et tous fait et qui est super utile. Ça nous permet de savoir effectivement combien de planètes il faudrait si chacun consommait comme nous. C'est un outil très intéressant, qui a une portée heuristique évidente, etc. Il n'empêche que l'entreprise qui a le plus contribué à diffuser cette idée-là, c'est BP. Parce que BP, Exxon, Total ont tout intérêt à ce qu'on fasse de la question de l'empreinte carbone une question individuelle et pas une question collective. Donc j'ai envie de dire qu'en fait, plus que les masses qu'il faudrait éduquer, c'est Patrick Pouyanné et compagnie, c'est les actionnaires et les dirigeants de Total, d'Exxon et de BP qu'il faudrait éduquer à la question du changement climatique, quelque part. Voilà, donc je veux juste quand même apporter cette nuance-là, parce que l'obstacle principal à l'heure actuelle à des politiques de transition énergétique ambitieuses, ce ne sont pas les classes populaires, ce ne sont pas les masses, mais derrière les masses, on pense toujours aux classes populaires, ce sont les ultra-riches, ce sont celles et ceux qui gagnent de l'argent et pas qu'un peu par l'extraction de combustibles fossiles ou par le nucléaire, etc., quoi. Sur la question sur les alternatives, nous, ce qu'on dit dans le livre, c'est que il y a une vingtaine d'années, au moment du mouvement altermondialiste, ce qu'on considérait comme étant la preuve de l'irrésistible force du mouvement altermondialiste, c'était précisément le foisonnement des alternatives. C'est-à-dire qu'on faisait à la fois de ce qu'allait devenir des AMAP, de la relocalisation de production agricole, de l'économie sociale et solidaire. Enfin bref, on partait un peu dans tous les sens. C'était la preuve de la force du mouvement altermondialiste. Aujourd'hui, on a un peu l'impression que c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on dit, mais regardez à quel point les alternatives fleurissent face au système de destruction du vivant, on dit, ah oui, non, mais c'est sûr, il y a plein d'alternatives, mais ça ne fait pas système. C'est bien la preuve que votre mouvement est faible. Et rien n'a changé en réalité. Évidemment, ce qui a changé, c'est qu'on a pris conscience de la catastrophe qui vient et que l'horizon, c'est plus comme il y a 20 ans, l'émancipation et cette idée que oui, un autre monde est possible. Non seulement il est possible, mais en plus il va advenir, quoi. L'horizon, désormais, c'est plutôt la catastrophe. Mais c'est nous qui avons perdu confiance
dans la richesse et dans la puissance et dans la force des alternatives. Donc je pense que c'est important, effectivement, qu'en tant que mouvement, on reprenne confiance en notre capacité à porter des alternatives réelles et qui feront système et qui font d'ores et déjà système par ailleurs, plutôt que de se faire celles et ceux qui comptent le récit de leur propre faiblesse, quoi. De même, c'est important et c'est un projet sur lequel on va essayer de travailler au cours des mois qui viennent. Il est primordial de prendre conscience de la quantité assez énorme en fait de succès du mouvement pour la justice climatique en termes d'infrastructures fossiles qui ont été bloquées, de montants qui ont été désinvestis, d'institutions qui ont cessé de soutenir l'industrie fossile, etc., pour aussi reprendre un peu confiance en nous, quoi. Et ce qui répond peut-être aussi un peu à la question, quoi, sur la politique que tu posais, quoi. Moi, je pense que on sait depuis enfin, on a fait le constat, quoi, depuis un bout de temps désormais, que le temps politique, en fait, finalement, il est le temps du changement politique est le plus lent à faire advenir. C'est-à-dire qu'il y a évidemment désormais le temps du réchauffement climatique qui, contrairement à ce qu'il était il y a 200 ans avant la révolution industrielle, était un temps extrêmement long sur des siècles et des siècles, voire des millénaires. Désormais, c'est un temps extrêmement urgent, enfin, c'est le temps le plus rapide. Qu'ensuite, il y a le temps des mobilisations sociales qui, précisément, a fortiori, quand elles sont éruptives, est à peu près au même niveau de rapidité. En revanche, le temps politique, lui, il se situe dans une autre échelle et malheureusement, il est beaucoup plus lent. Et donc, je pense que c'est un appel à se dire que il faut mettre, évidemment, il faut pas délaisser l'arène politique, mais il faut continuer à mettre énormément d'énergie, énormément de force dans les mobilisations sociales, parce que ce sont elles qui vont permettre de réconcilier un peu les temporalités politiques et la temporalité du réchauffement climatique. Merci. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions? Moi, en France, au niveau du pétrole, quand on met une taxe sur l'essence. Et puis en Suisse, il y a aussi un droit sur le CO2, mais qui, je ne me rappelle plus exactement de comment elle se formulait, mais moi j'avais compris d'entendre qu'il fallait quelque part mettre des taxes. Donc, quelque part, viser en fait une population qui est justement déjà précaire. Donc, est-ce que c'est pas le bon la bonne cible, parce que sensibiliser par le porte-monnaie sur les choses, on augmente les dégâts, les inégalités, et du coup, je me demandais à quel point en fait c'était. À quel point c'est écologiste. Moi, je me suis vraiment posé la question et je n'avais même pas trop apprécié. J'exagère, mais c'est vrai que. Alors, on prend une autre question. Vas-y. Oui. Je voulais reprendre ce que tu disais, je suis absolument d'accord. J'ai l'impression que la conscience du problème, il est très, très répandue dans la société. On n'a jamais été dans une situation où autant de gens se rendent compte que c'est la merde, qu'il faut faire quelque chose. Le problème, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire. Et pour ça, quand on parle de l'élargissement du mouvement, très souvent, on parle d'abord de convergence de lutte, c'est très bien, mais moi, je pense surtout à tous les gens qui sont dans aucune lutte. Et puis, j'ai l'impression que tous ces gens-là, ils se demandent seulement qu'est-ce que je peux faire. Et qu'il faudrait plus penser en termes d'aller vers des théâtres, des restaurants, des églises, enfin, toutes sortes de personnes qui savent, ou des menuisiers, enfin, toutes sortes de gens qui savent faire des choses, leur demander, donnez ça. Parce que ça, ils sont d'accord de faire, alors que ça ne les intéresse pas du tout de venir dans une réunion politique où ils n'ont pas de gens à parler, quoi. Je ne sais pas si vous avez. Ici, on a un petit peu expérimenté ça dernièrement, puis moi, je trouve ça super, super intéressant. Est-ce que vous avez aussi quelque chose comme ça dans votre expérience française? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que tu as besoin d'une répétition pour la première question? Ouais, la première question, je ne l'ai pas entendue, je suis désolé. Donc, en gros, la question, c'était que faire finalement des lois récentes donc, qui essayent de taxer donc, soit l'essence, soit le CO2, puisque ce sont des politiques qui touchent principalement les défavorisés. Donc, il y avait un peu un questionnement de fond sur ce genre de loi, et peut-être que faire d'autres aussi, du coup.
Ouais, on peut commencer par ça. Le problème, c'est que ces mesures, elles vont pas, effectivement, parce qu'en fait, elles reviennent à faire payer par les plus pauvres le coût de la transition énergétique et à maintenir les profits vaille que vaille de l'industrie fossile. Et que c'est d'ailleurs, moi, je pense que c'est quelque chose qui est assez sciemment organisé et assez sciemment décidé. C'est-à-dire que on construit ainsi artificiellement l'opposition entre urgence climatique et urgence sociale. Et par ailleurs, au passage, on perd sur les deux fronts, parce que en réalité, on n'a pas plus d'acquis sociaux parce que on fait payer le pétrole plus cher ou quoi que ce soit. Donc, on perd sur les deux fronts. Donc, il faut se battre là-dessus. Et la première des choses à faire, c'est évidemment de taxer, d'arrêter de subventionner l'industrie fossile. Les pays du G20 consacrent encore des centaines de milliards de dollars à subventionner l'activité extractive. Donc, il faut arrêter de faire ça, évidemment, que Total et compagnie payent leurs impôts. Et ensuite, on pourra se poser la question du prix qu'il faut payer à la pompe, quoi. Mais commençons d'abord par ça. Et évidemment, même à terme, je pense qu'on s'en sortira pas sans socialisation, en fait, de l'industrie fossile, quoi. Ensuite, sur la question, sur la deuxième question, moi je pense que c'est extrêmement important, notamment sur la question des imaginaires. Et ça renvoie, par exemple, alors dans le cadre de 350, on a beaucoup travaillé effectivement à ce qu'on appelle l'art activisme et des idées aussi de créer d'autres formes d'intervention, qui n'est pas uniquement quelque chose qui a pour but de faire des belles photos ou des belles images dans les médias, mais qui a vraiment pour but d'essayer de travailler sur la question des imaginaires. Alors, au niveau des mobilisations qu'on organise en France ou ailleurs, ça prend quand même beaucoup la forme de performance, mais en fait, l'un des enjeux hyper importants qu'il y a derrière et qui est au cœur du bouquin d'Amitav Ghosh dont je parlais tout à l'heure, qui sera publié en français l'année prochaine, enfin, ou en fait, début 2023, si je dis pas de bêtises, il y a cette idée que l'une des difficultés à laquelle on fait face et qui est un effet direct des dynamiques impériales et coloniales, c'est qu'on a fait taire tout un tas de voix, notamment non humaines ou plus qu'humaines. Hein, et notamment l'idée que les non-humains étaient aussi dotés d'une puissance d'agir a complètement disparu et que ça fait partie du problème auquel on est confronté. Et qu'il faut refaire place à ces agencements, ces interactions, ces alliances entre humains et non-humains, qui sont quelque part au cœur de ce qui s'est passé par exemple à Notre-Dame-des-Landes. Quelque part à Notre-Dame-des-Landes, c'est les Tritons aussi qui ont gagné contre le béton, quoi. Donc, on voit quand même la force de ce type d'alliance, y compris dans des luttes qui ont lieu en Europe ou en France, et que de ce point de vue-là, effectivement, alors Amitav Ghosh dit, alors lui il est écrivain, donc forcément il dit que les auteurs et les autrices ont un rôle fondamental en fait à jouer pour créer des œuvres qui redonnent la voix à celles et ceux, y compris humains comme non humains, mais y compris aussi les humains qui n'ont évidemment plus de voix, celles et ceux qu'on a invisibilisés, qu'on a tués, qu'on a massacrés, qu'on redonne de la voix à ces individus, à ces entités, à ces êtres-là, que c'est un passage essentiel pour parvenir à transformer durablement les choses. Donc ouais, je pense que du côté des mouvements, parfois on est aussi un peu à la traîne là-dessus et parfois même un peu réac dans la manière dont on conçoit la question de l'art activisme, des imaginaires, etc. Et que c'est très important de le faire. On le pose souvent très mal quand on parle de récit. Par exemple, Cyril Dion n'arrête pas de dire que en fait, la manière dont on va réussir à gagner la bataille sur le réchauffement climatique, c'est de trouver le bon récit, mais il le fait d'une manière, je trouve, complètement désincarnée. Il faut effectivement, il y a une grosse bataille qui est autour de la question des récits, mais derrière la question des récits, c'est aussi la question des protagonistes, c'est qui raconte l'histoire, qui a voix au chapitre, quelle histoire on raconte, et pas simplement quel cadre narratif on construit, quoi. Juste sur vraiment deux mots pour peut-être conclure ou pas, mais bon, moi je suis très mal à l'aise avec ce genre de questions parce que je sais que je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi dire parce qu'on pense qu'on est dans cette contradiction où on peut dire à la fois que pour que tout le monde s'y mette, c'est pas vous qui êtes responsable, c'est pas vous qui avez le pouvoir, donc, etc. Donc ça doit être les puissants qui doivent changer, etc. Et en même temps, il faut que chacun puisse trouver des choses à faire. Et du coup, voilà, sans retomber dans les figés, chacun agit à son échelle, etc. Et je pense que pour moi, c'est toujours très compliqué cette question-là parce que je ne sais pas forcément comment y répondre à part effectivement de s'organiser collectivement sur son lieu de vie, sur son lieu de travail pour changer ce qui est changeable à ce niveau-là. Bon, on est des lycéens qui travaillent
qui sont dans un lycée peuvent effectivement essayer de voir c'est quoi la consommation énergétique de leur lycée, c'est de transformer les choses. Bon, ça plus, à mon avis, plus intelligent que d'aller ramasser les mégots de cigarettes dans la rue. Mais voilà, c'est un peu plus compliqué aussi. Mais bon, je prends un exemple, mais en tout cas, c'est vrai que c'est pas évident, mais je pense qu'il faut, en tout cas, nourrir l'idée que c'est quelque chose de collectif. Et voilà, et que bon, sortir du sentiment d'impuissance, c'est pas évident. Je pense que effectivement, ce que dit Nicolas sur les imaginaires est intéressant et ça peut, sans forcément aller trop loin, hein, sur par exemple effectivement hein, des créations de jardins autogérés, par exemple, dans les villes. Je pense que à la fois ça contribue tout à fait à la mode voilà, des classes moyennes dans les centres-villes urbains bien sympathiques, et en même temps, ça peut prendre d'autres dynamiques si dans la façon dont c'est fait, dans la façon dont les habitants s'emparent de cette question-là. Ça voilà. Moi, juste, le dernier truc que je voulais dire, c'est que Nicolas parlait du manque de dynamique éruptive dans les mouvements climat. Moi, je pense que ce qu'on ne travaille pas du tout, et qu'il faudrait vraiment, c'est se préparer à des événements météorologiques majeurs. C'est-à-dire que je pense que l'été, les pics de chaleur ou les inondations, c'est des moments qu'il faudrait travailler politiquement. Le problème, c'est que c'est aussi les moments les moins simples pour les militants qui sont des fois un peu en vacances, parce qu'ils sont de classe moyenne, etc. Vous voyez, la logique. Mais je pense que c'est ça qu'il faut, enfin, c'est à ça qu'il faudrait se préparer. C'est ça, un des trucs sur lesquels il faudrait réfléchir. Comment est-ce qu'on intervient quand il y a des inondations tout d'un coup, le 15 juillet, quand il fait 40 degrés dans les quartiers populaires au milieu de l'été et que tout le monde crève de chaud. C'est, je pense, dans ces moments-là qu'il faudrait essayer de politiser ces situations-là. Je n'ai pas d'idée précisément comment le faire, mais en tout cas, je pense qu'il faudrait réfléchir un peu à ça. Si tu veux conclure. Non, moi j'ai envie de dire qu'effectivement, on va rentrer quand même dans des années réellement décisives. Il y a ce que dit Vincent, quoi. Je pense qu'il faut effectivement qu'on soit en mesure d'anticiper, de stimuler l'émergence d'un mouvement éruptif sur le climat et probablement que, en dehors de la question énergétique dont on a parlé tout à l'heure, la meilleure hypothèse qu'on puisse faire, c'est que ce sera autour d'une catastrophe climatique, y compris, voilà, maintenant on sait, notamment avec ce qui s'est passé en Allemagne l'été dernier, que les endroits qu'on pensait préservés ne le sont absolument pas. Et je pense aussi que, et de ce point de vue-là, pardon, le février prochain, je pense que ça peut être un moment assez intéressant. C'est le moment où va être publié le rapport du GIEC, le groupe de travail numéro 2 du GIEC, celui qui est précisément sur les impacts du réchauffement climatique. Donc, il commence à y avoir quelques discussions autour de mobilisation internationale à cette occasion-là. Donc, ça peut être un bon moment à avoir en tête. Et l'une des réflexions qu'on commence à avoir, c'est de dire, il va y avoir le GIEC qui va publier son rapport sur les impacts du réchauffement climatique. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas peut-être pas un rapport des peuples, mais une initiative pour montrer les impacts des mobilisations pour la justice climatique, pour renverser aussi un peu les choses, pas nier évidemment la situation dans laquelle on est, mais mettre en évidence la force des mobilisations et leur potentiel transformateur. Donc on aura probablement l'occasion de rediscuter autour de ces mobilisations en février. Et du coup, merci, c'est la fin. Merci à tous et toutes d'être venus pour ce débat riche en idées. Je vous invite donc soit à aller vers le bar pour un rafraîchissement prix libre. Tout le monde est le bienvenu. Il y a aussi donc, des prospectus sur différents sujets qui relient l'écologie avec des questions plus sociales sur la table. Et également différentes initiatives que si vous n'avez pas encore signé, vous pouvez le faire. Donc, une sur initiative pour taxer les plus riches, initiative pour l'arrêt du financement de Frontex, qui est donc une agence privée qui gère les frontières en Europe. Et la dernière, je ne me rappelle plus très bien, responsabilité environnementale. Voilà. Merci beaucoup. Ah, oui, Rouen. Seulement, il y a le livre de Vincent et Nicolas est là. Vous avez vu ce que vous pouvez l'acheter là. Et une chose, il y a des gens qui s'intéressent, il y a des Microsoft. On va organiser après les vacances.
vacances, on essaie de faire des conférences. On fait des conférences sur la ville, une autre conférence sur l'économie décoloniale, marchons pour le Vietnam, etc. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire dans les listes. Voilà, merci beaucoup. Et si vous voulez